Alors, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Ils n'avaient pas Anna Wintour, ils n'avaient pas les sœurs Jenner pour leur donner des conseils mode. Et pourtant, les hommes et les femmes vivant à l'âge du bronze étaient préoccupés par leur style vestimentaire. Bonjour Tara Chaperon. Bonjour. Vous êtes doctorante chargée d'enseignement en archéologie à Sorbonne Université. Et alors, vous êtes en train de terminer une thèse, vous allez la soutenir, intitulée Contribution à une histoire de l'esthétique vestimentaire des élites de l'âge du bronze en Europe. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez cet âge du bronze. On est à quelle époque? Qu'est-ce qu'on a retrouvé comme vêtements? L'âge du bronze, c'est une période qui se situe entre 2300 à 800 avant notre ère environ. Donc c'est la période de Toutankhamon, de la guerre de Troie. C'est une période qui est souvent définie comme étant la période de la première mondialisation que l'Europe connaît. Certains l'appellent bronziation pour vraiment faire la distinction entre les deux. Mais c'est une période qui est souvent définie parce qu'il y a des échanges sur longue distance qui sont imposés à cette période-là. Et plus ça s'intensifie et plus les sociétés sont hiérarchisées. Donc les Longue élites sont distance, ça veut dire quoi? On sait qu'il y a toute une économie qui s'est créée à ce moment-là. Rien que pour le bronze, on a Mhm, besoin d'étain et de cuivre. mhm. Or, les deux matières sont réparties de manière assez inégale sur l'Europe. Par exemple, l'étain, c'est les côtes atlantiques principalement, Mhm. et le cuivre plutôt vers les Balkans et même plus loin vers la Mésopotamie. Donc, rien que pour acquérir ces deux matières, il fallait organiser tout un circuit, tout un réseau euh, économique, politique, Et alors, etc. les vêtements aussi, parce qu'on a la sensation que justement, la laine, le lin, ça se trouve n'importe où. En fait, à cette époque-là, ces matières, elles sont pas enfin, le lin, si, il est disponible un peu partout, mais la laine, pas du tout. Il y a différentes qualités, qui se retrouvent sur différentes zones en Europe, tout simplement parce que, le mouton, c'est une espèce qui a été importée pendant le néolithique, donc en Europe et donc il y a des endroits qui se spécialisent dans la production, de laine de qualité, de plus en plus laineuse, heu et donc il y a une économie textile qui se crée à ce moment-là. On a retrouvé donc des vêtements de cette époque, de l'âge du bronze. C'est ça. Alors, il y a 2 zones vraiment qui se distinguent. En Europe du Nord, les costumes sont impeccablement préservés Et vous les avez dans les trouvés tombes. où? C'est principalement dans les contextes funéraires, donc c'est sous des espèces de montagnes qui sont Mhm. des tertres et donc ça a permis une protection hermétique à l'eau de pluie et donc aussi aux insectes et cetera et en plus, les costumes, ils étaient donc dans des cercueils de chêne et l'acidité, en fait, a permis la préservation. Donc on a même les cheveux, les ongles, toutes les fibres animales, donc les costumes sont impeccablement préservés. Alors qu'en Grèce, il n'y a pas du tout ce type de contexte, mais on a des fresques. Donc on peut faire des reconstitutions des costumes à partir de ça. Mais alors, quelle était la collection âge du bronze, printemps-été, ou automne-hiver d'ailleurs? Alors on voit qu'il y a deux tendances. En Europe du Nord, tout est marron parce qu'on veut garder la laine pour montrer qu'on l'a, donc on la laisse en couleur naturelle. Mais ça peut être des mini-jupes, des crop tops pour les femmes ou alors des jupes Ah, longues c'est qu'elles vont vrai? remonter pour mettre en péplose, voilà. Et les hommes, c'est des kilts ou alors des robes de tablier. Alors qu'en Grèce, c'est des pagnes et des jupes longues et la poitrine doit être apparente pour les femmes. Mais alors, parce que s'il s'agit de crop top et de mini-jupe, ça signifie que on ne fait pas ça pour ne pas avoir froid. Absolument. C'est ça qui est assez intriguant avec l'esthétique vestimentaire de l'âge du bronze, c'est que c'est pas le pratique qui a l'air de vraiment compter dans l'apparence vestimentaire, parce que même les objets en bronze, ils sont assez encombrants pour certains. Mhm. Donc il y a vraiment un souci esthétique qui semble être très important, en tout cas dans l'identité vestimentaire des élites. Et est-ce qu'on essaye de comprendre, est-ce qu'on comprend ce souci vestimentaire et à la fois cette pudeur, puisque donc il Oui. s'agit de ne pas être nu. Oui, et en même temps, il y a des parties qui sont volontairement laissées dégager. Donc, il y a tout un rapport à la pudeur qui a jamais encore été vraiment discuté jusque-là. Donc, ça fait partie des sujets, des questions de ma thèse. Et l'esthétique Quelles sont les vestimentaire parties qu'on aussi. cache, qu'il ne faut pas montrer? Le bas du ventre, essentiellement. Par contre, la poitrine est souvent dégagée. Pour les hommes comme pour les femmes. Les jambes, ça dépend. Ça a l'air d'être souvent caché. On s'est même posé la question sur est-ce qu'il n'y a pas une pudeur par rapport aux épaules, par exemple, parce qu'elles sont régulièrement cachées, Mhm. notamment en Grèce. Donc, c'est des codes qui sont très différents des nôtres, de toute évidence. Et justement, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des évolutions? Alors, l'âge du bronze, donc c'est quand même très long par rapport aux collections actuelles. Est-ce que l'on sait s'il y a eu différentes époques, Tara Chaperon? C'est plus difficile de définir parce que les contextes ne donnent pas des informations sur toute la période. Donc, on a des petits éléments ici et là. Donc, c'est pas forcément évident de définir s'il y a un phénomène de mode à proprement parler dans l'esprit de changement rapide de vêtements. Mais il y a une question de diffusion qui fait qu'il y a certains éléments qui sont plus en vogue que certains. Donc, on peut
tracer les grandes lignes de l'évolution de la mode à ce moment-là. La zone est très vaste. Est-ce que vous avez noté des différences entre ce que les uns portaient et ce que les autres également portaient, Tara Chaperon? On a l'impression, enfin, oui, l'impression, c'est que on cherche à porter ce qui est exotique à sa région. Donc, ça va être la laine pour l'Europe du Nord, ça va être les objets en bronze, alors que par exemple, au Danemark, la Scandinavie de manière générale, il n'y a aucun gîte métallifère. Donc, avoir autant de parures en métal, c'est quand même assez étonnant. À l'inverse, en Grèce, ils vont porter par exemple des bijoux en ambre. Or, l'ambre vient de la Scandinavie. Donc, il semble y avoir tout un système de goût un peu exotique. Qu'est-ce qui reste à trouver encore dans votre discipline, Tara Chaperon? Ce qui reste à trouver, c'est vraiment si on peut parler de mode, si on peut intégrer ces costumes à l'histoire de la mode et du costume, parce que c'est pas vraiment fait jusque-là, et pour essayer de répondre à toutes les questions identitaires, essayer de comprendre comment les identités sont formées, pourquoi ce goût, est-ce que la mondialisation a forcément conduit à un système de haute couture, par exemple. Mais c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est la mondialisation qui a conduit à cela ou est-ce qu'on a mondialisé les échanges textiles? Ça reste à définir. Jusque-là, on a toujours défini l'âge du bronze par sa lecture économique, mais peut-être en effet que le système de costumes et d'esthétique vestimentaire peut aider à, à y voir autrement ces questions d'échange. Ben, c'est passionnant, merci beaucoup Tara Chaperon. Je rappelle le titre de votre thèse, Contribution à une histoire de l'esthétique vestimentaire des élites de l'âge du bronze en Europe. Et donc vous êtes évidemment en archéologie à Sorbonne Université. Dans